Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci d'avoir choisi DLR TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. À mesure que le Congo s'achemine vers l'élection présidentielle de mars 2021, certains observateurs s'inquiètent davantage de l'issue de cette élection, dont les conditions d'organisation sont déjà boudées par une bonne partie de la population congolaise qui se reconnaît d'ailleurs en l'Église chrétienne. L'Église qui, comme vous le savez, a déjà instruit ses évêques, ses communautés religieuses d'organiser les prières quotidiennes jusqu'au jour du vote pour la paix au Congo, le bien-être social, pour un dialogue franc et sincère, mais aussi pour la liberté des prisonniers injustement condamnés, dit-elle. Des préoccupations qui ne semblent pas fléchir le régime au pouvoir qui tient coûte que coûte à organiser son élection présidentielle. Aujourd'hui, Droit de savoir revient sur les aspects sécuritaires de cette élection avec Modeste Boukadia, que vous connaissez très bien d'ailleurs, président du CDRC. Bonjour Monsieur Boukadia. Bonjour Monsieur Perrin. Alors, à quelques jours de l'élection présidentielle de mars prochain, bien entendu, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire globale du Congo-Brazzaville? Écoutez, Monsieur Perrin, je constate une chose, c'est que dans cette période où un des candidats se déplace énormément à travers le pays, la situation sécuritaire est des plus préoccupantes. Nous avons vu et nous avons des images d'un certain groupe de gens qui s'appellent les bébés noirs ou Kuluna, en rappelant que les bébés noirs, ce sont les anciens combattants de Brazzaville qu'on appelle les Cobras, une milice de M. Sassou, qui sont sous la direction du ministre, du directeur de la police nationale, le général Jean-François Ndengue. Et c'est ça ce qui est très inquiétant. Pendant que M. Sassou se promène, ces Kuluna, ces bébés noirs, sème la terreur jusqu'à tuer des gens en live, comme ils disent. Il y a des vidéos. Et c'est ça ce qui est très préoccupant. Et en même temps, pendant que nous sommes dans une période, semble-t-il, de consultation, d'aller à la rencontre de la population, aller à la rencontre du peuple, on emprisonne des gens de manière arbitraire, tel que cet abbé qu'on a emprisonné à Owando, ou le journaliste Malonga. C'est ça ce qui est préoccupant. La police dit que c'est pour des raisons d'enquête judiciaire qu'il est gardé. Il n'est peut-être pas encore détenu en tant que tel. Qui est le journaliste Malonga ou, non, ou l'abbé l'abbé Joseph Ndinga. Mais de quoi le reproche-t-on? Mais ce que l'on semble oublier, l'abbé Ndinga avait été déjà arrêté par M. Sassou lorsque M. Sassou faisait la chasse au capitaine Pierre Onga. Hein? Donc, c'est une résurgence d'une haine qu'il a vis-à-vis de cet abbé-là, qui date depuis l'assassinat du commandant Marien Ngouabi. C'est à cela où je suis en train de m'interroger. Pourquoi, depuis 1997 jusqu'à présent, c'est aujourd'hui qu'ils veulent savoir la vérité? Il faut qu'on nous dise de quoi on le reproche. Voilà. Moi, je pense que... Vous pensez que c'est une manière pour le régime de faire plier l'Église catholique, vu la position qu'elle a adoptée ces jours-ci? Je pense que tout est lié, justement. Tout est lié. Parce que tant que l'Église catholique ne s'était pas exprimée, on n'entendait jamais qu'il y avait des problèmes entre l'Église et le PCT. C'est depuis que l'Église catholique a appliqué la théologie de la libération, qui est d'ailleurs une théologie du Vatican,
où la Sainte Église dit que là où il y a une dictature, l'Église ne doit pas avoir les yeux fermés. Vous savez que c'est cette théorie de la libération instituée par Sa Sainteté Jean-Paul II qui avait conduit à la chute du mur de Berlin et à l'éclatement de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, Sa Sainteté Benoît, qui est donc issu d'un pays dictatorial, applique cette théologie-là. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, l'Église s'exprime sur la pauvreté, sur les atteintes de liberté et sur les atteintes des droits de l'homme. C'est pour ça que l'Église a bien choisi les mots des prisonniers arrêtés arbitrairement. Et en français, chaque mot pèse. Moi, je pense que M. Sassou, comme on dit, le tueur revient, l'assassin revient toujours sur son lieu de forfait. M. Sassou remet en mémoire des drames très douloureux sur l'assassinat d'un homme, d'un président, alors qu'il en était le responsable qui assurait sa sécurité. Donc nous sommes en droit aujourd'hui de nous poser la question pourquoi M. Sassou a planifié l'élection des militaires le 17 mars, date de l'assassinat d'un président issu des forces armées congolaises. Voilà la question qui se pose. Et je crois qu'aujourd'hui aussi que les militaires doivent se poser la question pourquoi on les a dissociés du corps électoral ou tout au moins du jour du 21 mars. C'est cette interrogation-là. Et je peux même aller beaucoup plus loin, puisque M. Sassou a menacé l'évêque, Monseigneur, qui a été le porte-parole de la déclaration des évêques, qui est, je vous le rappelle, Monseigneur Abania. Monseigneur Abaya, je vous rappelle qu'il est Kouyou, et que l'abbé qui a été arrêté est aussi Kouyou. Donc on voit bien que M. Sassou mène une haine, une guerre contre les Kouyou. Et la question aujourd'hui que je me pose, mais est-ce qu'il y a encore des Kouyou valeureux? C'est la grande question qui se pose aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas normal qu'un président qui a pris en étau toute une partie du pays par une certaine politique qu'il avait appelée la réconciliation interne-nordiste, à l'issue de l'assassinat du président Marien Ngouabi, s'acharne sur des ressortissants d'où était issu le commandant Marien Ngouabi, d'une part, et d'autre part, ce même individu qui disait que non, le Nord devrait être soudé, jette en prison des officiers de grande qualité tels que le général Mokoko. Voilà les questions qui se posent aujourd'hui. C'est pour ça que je m'interroge si les forces armées congolaises ont en mémoire, puisque l'armée c'est une grande famille. Quand on va dans un théâtre d'opération, si un des militaires meurt, on dit nous ramenons notre frère à la maison. Mais combien de frères sont tombés au Congo? Est-ce que les militaires aujourd'hui à qui l'on demande d'aller voter le 17 mars, date de l'assassinat odieux du commandant Marien Ngouabi, se souvient-il du général Adoua, du lieutenant Matumpampolo, du commandant Katali, du capitaine Kimwalankaya, du colonel Nsuru, du lieutenant Boro? Est-ce qu'ils se souviennent de tout ça? Est-ce qu'ils se souviennent du sergent Onsou? Est-ce qu'ils se souviennent du commandant Kiyundu? Est-ce qu'ils se souviennent il y en a tellement, du sergent Bakekolo, du lieutenant Mandessa, du lieutenant Kiganga, du sergent Oluka, probablement du lieutenant Diawara, du lieutenant Ikoko, du général Yves Motondo, du général Avoukou? Est-ce qu'ils se souviennent de ça pour qu'on leur impose une date qui est très difficile, qui est celle du 17 mars? Moi, je pense que les forces armées doivent redevenir un corps. On disait qu'au Congo, comme le disait le général Mokoko, il y avait des valeureux. Mais aller voter le 17 mars n'est pas un acte de grande bravoure ou de valeur. C'est une soumission. Et je n'ose pas croire que les forces armées congolaises sont devenues des militaires soumis. Monsieur Bougadia,
est-ce qu'on peut revenir maintenant sur toujours, comme je disais, les aspects sécuritaires? C'est aussi cette information qu'a publié le journal The Continent, le gouvernement congolais qui aurait importé clandestinement les armes de guerre. Êtes-vous informé de cela et qu'en pensez-vous en cette période, bien entendu, où les Congolais sont attendus aux urnes? Vous savez, bon, c'est la spécialité de M. Sassou. Vous savez, c'est son jouet préféré. Hein? Quand un enfant est gâté, on lui offre un jouet, ça ne lui suffit pas, il faut lui offrir le même jouet. Je disais que M. Sassou, il a certainement échoué sur la gestion économique et financière du Congo. Sur tout le reste. C'est un homme qui passe pour quelqu'un qui a à cœur la sécurité. C'est peut-être pour ça qu'il achète tant d'armes. Mais pour quel résultat? Puisqu'il est incapable de juguler ses propres combattants de Brazzaville, les Cobras, qu'on a transformés en bébés noirs ou Kuluna. Hein? Je me demande pourquoi il achète autant d'armes. Lorsqu'il y a une petite incursion des forces angolaises, on ne voit pas l'utilisation de ces armes qu'il achète. Vous parlez de Kimongo. De Kimongo, oui. Hein? On ne voit pas l'utilisation de ces armes pour aller repousser les militaires angolais. Donc moi, je pense que c'est ce qu'on appelle, il fait du matalana pour faire peur aux gens qu'il achète les armes et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, la guerre, ça ne se passe plus à même le sol. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en l'air qui compte. Hein? Donc ça ne me fait pas peur. Et puis, je ne pense pas que les Congolais puissent avoir peur de cette situation-là. Vous savez, l'armée la plus importante en Afrique, c'était qui? C'était la Libye, c'était le colonel Kadhafi. Il avait la plus grande armée africaine. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Non, je pense que comme il n'a rien à faire, il a échoué sans vouloir donner l'électricité, donner l'eau, construire des routes, construire des entreprises pour donner de l'emploi aux jeunes. Voilà, donc pourquoi il se dit, bon, mais ne me cherchez pas de peau, j'ai les armes. Ces armes-là ne servent absolument à rien. Il ne sait même pas l'utilisation d'une arme. Donc, non, ça c'est pour perdre du temps. Et comme vous le disiez tantôt, il y a 14 000 milliards qui a disparu. Donc, bon, il fait semblant de dire, de toutes les façons qu'il achète les armes, ces armes appartiendront au Congo. Vous savez, le président du Souba avait acheté les armes. Hein. Ces armes-là ont été maintenant la propriété du Congo, mais bien que M. Sassou les ait détournées. Donc c'est bien qu'il achète les armes. Quand nous serons en place, nous n'achèterons plus les armes. Elles seront déjà sur place pour la défense du territoire. Oui, M. Boukadia, parlons toujours des élections. Nous savons que de coutume, le Congo-Brazzaville a toujours bénéficié de l'aide financière internationale pour organiser ces élections présidentielles. Mais cette fois-ci, apparemment, il n'y a aucune information dans ce sens, comme quoi le Congo opterait pour le financement de ces élections à fonds propres, c'est cela? Oui, mais... Alors qu'on parle de la crise. Oui, M. Perrin. J'ai vu le budget du Congo qui a été voté par son Parlement. Je n'ai vu aucun chapitre traitant du financement des élections, de ces fausses élections de mars 2021. Donc, je m'interroge. Les candidats qui l'accompagnent, où ils trouvent l'argent, parce que logiquement, l'État devrait financer les partis qui vont en campagne. C'est pour ça que je dis, c'est une farce qu'ils sont en train de nous jouer. Hein? Et par contre, par ailleurs, je voudrais féliciter les responsables des partis politiques, M. Clément Mirassa, M. Paulin Makaya, M. Tati Mabiala, Mme Ounari, M. Mbaya Bonaventure, qui ont eu le courage de dire que nous ne voulons pas faire partie nous ne voulons pas cautionner cette farce. Et puisque vous parlez de l'Église qui s'est exprimée, je voudrais dire que je suis même étonné que ce n'était pas l'Église qui devrait s'exprimer sur cette question-là. Ce sont ses propres parents, francs-maçons, qui auraient dû se saisir de cette atteinte aux libertés. Donc je voudrais féliciter quelqu'un qui a eu le courage de dire que la franc-maçonnerie a été complice des crimes économiques et de crimes de guerre qui se sont déroulés au Congo. C'est pour ça que je pense que comme l'Église utilise la théologie de la libération, je crois les francs-maçons du Congo, s'ils sont encore francs-maçons,
devraient utiliser leur principe de sauver la République. C'est leur raison d'être, les francs-maçons. Et pourquoi ces francs-maçons-là se taisent alors que la République est en train d'être disloquée, elle est prise en otage? Voilà la grande question que se pose M. Christian Perrin. Oui, nous parlons toujours de la sécurité. La sécurité, c'est aussi les finances. Tout à l'heure, nous avons posé la question de savoir comment se fait-il qu'en cette période de crise au Congo, crise économique et financière aiguë d'ailleurs, le Congo opte plutôt pour organiser, non financé par les fonds propres, son élection présidentielle. Mais nous savons également qu'au Congo, et ça tout le monde en parle d'ailleurs, 14 000 milliards, soit 25 milliards de dollars ont disparu sans que personne ne soit inquiété ni interpellé. Et dans le même temps, nous assistons, sinon nous suivons, même à partir à travers les réseaux sociaux, le candidat du Parti congolais du travail, au cours de ses tournées, on lui remet de l'argent liquide. Mais c'est à coût des centaines de millions de francs CFA, de l'argent non justifié, c'est-à-dire dont on ne sait l'origine, qu'on lui remet, et en public. Cela également n'inquiète personne. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit là une manière de blanchir de l'argent? Monsieur Perrin, il faudrait que vous compreniez quelque chose. Jamais, au grand jamais, un président ne peut recevoir de l'argent, surtout comme ça, avec ce théâtre qu'il fait, qu'on lui remette des mallettes, des valises bourrées d'argent frais, sans savoir l'origine. La question qui se pose pour nous, quand on voit ce monsieur-là qui agit comme un gamin, exhiber et être heureux et rire et de bonheur qu'on lui offre 100 millions ou 300 millions ou 500 millions de francs, sans qu'il se pose la question de savoir d'où provient cet argent. Ce qui s'appelle, comme on ne connaît pas l'origine de cet argent, ça s'appelle du recel. Donc monsieur Sassou est un receleur, ou alors les receleurs, ce sont ceux qui lui donnent cet argent-là, et lui, il devient le parrain qui vient ramasser le produit du rapt. Voilà l'image qu'il montre à la communauté internationale. C'est un receleur, ou c'est un parrain qui vient récolter le produit du recel. Quant à savoir l'origine, où est parti les 14 000 milliards, vous savez, il y a les Panama Papers qui ont sorti des milliers de comptes. Hein, pour un pays dont on ne connaît pas la profondeur de l'endettement, même le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont incapables de définir quel est le volume de l'endettement du Congo. Sortir cela, c'est montrer que M. Sassou est devenu un gamin. Et dans le même temps, il demande aux partenaires de l'aider, de le financer. Il faut être un peu sérieux. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale ne finance pas ces élections-là. Non seulement ils savent que c'est une comédie, et en plus, ils ne peuvent pas injecter de l'argent dans un régime qui a pillé son pays et qui est en faillite absolue. Voilà, c'est ça la question qui est là. Vous posez la question de savoir où sont partis les 14 000 milliards ou 25 milliards de dollars qui correspondent à peu près à 10 ans de fonctionnement du Congo. C'est pour ça qu'il organise une fausse élection pour qu'on ne lui demande pas de comptes. C'est pour ça qu'il veut mourir au pouvoir. C'est pour ça ce que je n'arrive pas à comprendre, que des gens qui sont censés, semble-t-il, régler le problème du Congo, en fait, l'accompagnent pour qu'on ne voit pas où sont partis ces 14 000 milliards. Ça veut dire que les candidats qui l'accompagnent sont complices parce qu'ils ont pris une partie de ces 14 000 milliards pour que les gens ne sachent pas où ils ont eu l'argent qu'ils ont. Donc, ils se disent, comme nous avons pris une part de ces 14 000 milliards, nous devons aussi faire de telle sorte que M. Sassou fasse son nouveau coup d'État avec ses fausses élections. Comme ça, personne ne nous demandera des comptes. Monsieur Boukadia, puisque vous parlez déjà aussi de la communauté internationale, nous savons que le 18 février dernier, François Loncenifal, représentant des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a rencontré les responsables de l'opposition congolaise. Est-ce qu'on peut savoir de quoi ils ont parlé exactement?
Êtes-vous informé de cela? Non, je ne suis pas informé, mais vous savez, en ce qui concerne M. Luseni, j'ai vraiment de la douleur de dire ce que je pense. Non seulement M. Luseni est un haut fonctionnaire des Nations Unies, M. Luseni savait très bien que nous avons introduit au niveau du Conseil de sécurité un dossier pour régler pacifiquement, par le biais de la conférence internationale, auprès de Madame Allais, qui était donc le représentant, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, auprès du Conseil de sécurité. C'est elle qui avait introduit ce dossier, soutenu aussi également par l'Union européenne, lorsque la Belgique présidait le Conseil de sécurité. Et dernièrement, M. Sassou l'invite à sa comédie de la concertation de Madingu. Il y participe. Ils ont en même temps une forfaiture parce que, au lieu d'être au-dessus de tout, M. Luseni a validé, a escamoté ce qui aurait pu devenir le dialogue. Il a accepté une concertation alors que les Nations Unies lui avaient demandé de mettre en place les conditions indispensables pour un dialogue pour que le Congo soit apaisé. Et je suis en train de m'interroger, et c'est difficile pour moi de le dire. Qu'est-ce qui se passe avec les fonctionnaires internationaux africains? Lorsqu'on leur confie une mission, ils sont incapables de la mener jusqu'au bout. Quand nous discutons avec les fonctionnaires internationaux occidentaux, nous avons de l'écoute et ils arrivent à trouver des solutions. Mais comment se fait-il que lorsqu'il s'agit d'un haut fonctionnaire noir, africain, et lorsqu'on lui pose, il se trouve devant une situation où les populations sont en train de mourir, il le traite ça par-dessus la jambe. Alors je suis en train de me poser véritablement la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces hauts fonctionnaires africains ont-ils la compétence? C'est dur ce que je dis en tant que panafricaniste. Hein. Pourtant, M. Luseni nous montre un haut fonctionnaire qui gagne son argent et puis qui ne fait pas la mission pour laquelle les Nations Unies l'a nommé. C'est ça. C'est ça la question qui se pose. Là, j'ai entendu que M. Ngakoso l'a reçu où il a assuré que les élections seraient transparentes. Et il a écouté. Il est content parce que le ministre des Affaires étrangères du Congo lui a dit que les élections seraient transparentes. Il est content. Alors que même le Vatican n'est pas de cet avis-là. Et même le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape, n'est pas de cet avis-là. Si les élections étaient aussi transparentes comme il le pense, pourquoi l'Église a donné un avis sévère sur l'organisation? Pourquoi, si l'élection était si transparente à ce point, pourquoi Monsieur Mirassa, Monsieur Polemakaya, Monsieur Katima Biala, Madame Ounari, Monsieur Bonaventure Mbaya et bien d'autres se sont-ils retirés de cette fausse compétition? Donc, c'est ça ce que nous ne comprenons pas. Oui, j'entends aussi que le collectif des oppositions ont été reçus par le même Luseni. Mais si c'est la même chose qu'il a fait, la même farce qu'il a jouée à la concertation de Madingu, je pense que M. Luseni n'est plus en mesure d'apaiser le Congo, de trouver une solution. Je pense que là, les Nations Unies, il y a un problème qui se passe au niveau des Nations Unies. Et je redis, je demande au peuple congolais de se ressaisir. C'est de leur droit le plus absolu d'aller à la désobéissance civile parce que c'est le moyen le plus juste de sauver des vies. La désobéissance civile veut dire rester chez soi. Aucun militaire, aucun gendarme, aucun policier ne pourra rentrer dans les maisons, dans les parcelles pour aller obliger les Congolais d'aller voter. Vous savez, je pense que les Congolais ont en mémoire quand il s'est déplacé pour aller à l'Ekana. Il a bien dit dans le langage qu'il a utilisé. Je pensais qu'il parlait bien lingala. Je me suis rendu compte qu'il parle aussi bien que moi. Donc, il a reconnu, il a demandé aux ressortissants de l'Ekana d'appeler les enfants pour qu'ils aillent voter. S'ils ne vont pas voter, les Européens ne vont pas l'accepter comme il a été élu. Ça veut dire qu'en fait, M. Sassou lui-même est conscient du danger de
désobéissance civile. Et c'est pour ça que j'invite les papas, les mamans qui vendent ou qui disent mais il faut qu'on se débrouille pour nourrir. Monsieur Sassou vous a confiné à Noël. Il vous a empêché d'aller à la messe de Noël. Monsieur Sassou vous a empêché de fêter la bonne année. Il vous a confiné. La désobéissance civile, c'est de vous confiner. C'est comme ça que nous allons avoir un nouveau Congo de demain. Faites comme ce qui s'est passé à Pointe-Noire. Ils ne l'ont pas accueilli. Et les services de sécurité ont été obligés de l'exfiltrer dans une voiture et puis de le mettre dans un hélicoptère. Comment voulez-vous quelqu'un qui va à la rencontre des populations? Où il faut être en communion parce qu'il est déjà en campagne, en empêchant ses accompagnateurs de ne pas le faire. Il va avec l'armada de guerre et quand la population veut aller l'embrasser, il se sauve, il prend l'hélicoptère. Ça veut dire que M. Sassou a peur de la population. Vous appelez là, ça se passe à Pointe-Noire. Ça se passe à Pointe-Noire, M. Perrin. Ça veut dire que M. Sassou a peur de la population et que le peuple, c'est le souverain. Le 21 mars, peuple du Congo, prenez votre pouvoir. C'est vous qui serez vainqueur. C'est la seule façon de demander, de dire à M. Sassou d'écrire ses mémoires, puisqu'on entend sur les réseaux qu'il a commencé à écrire les mémoires. Donc, c'est comme ça qu'il faut aller le pousser pour aller écrire les mémoires. Et c'est par la désobéissance civile que nous aurons ce que les prêtres et les autres responsables des partis politiques ont demandé, le dialogue sous l'égide de la communauté internationale, qu'on appelle conférence internationale. C'est la voie la plus juste pour apaiser le pays. C'est la voie la plus juste pour que nous développons le pays, pour que plus tard, nous donnons de l'électricité, de l'eau à tout le monde, pour que plus tard, nous construisons des routes, pour que plus tard, les salaires deviennent réguliers, pour que plus tard, que la dette sociale, c'est-à-dire les retraites, soit payée et que la dette, qu'il y ait un échelonnement de cette dette de retraite pour qu'elle soit soldée. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Alors, Monsieur Boukadia, ça sera probablement la dernière question. Vous êtes informé que l'Église a instruit tous ses évêques et toutes les communautés religieuses à entreprendre les prières tous les jours. Je venais d'ailleurs de le rappeler d'entrée de jeu. Et jusqu'au jour du vote, qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce message exactement? Le message est très clair. C'est vrai que l'Église n'aura pas la possibilité de vérifier, puisqu'il n'a pas la maîtrise de listes électorales. Mais là, je crois que le message est aussi clair que, puisque je le disais, l'Église aujourd'hui est dans sa pleine autorité de pratiquer la théologie de la libération. L'Église a toujours voulu la paix et fait tout pour qu'il y ait la paix au Congo. N'oublions pas que l'Église a payé un lourd tribut. En dehors du cardinal, il y a le père Gut et d'autres prêtres qui ont été assassinés. Donc aujourd'hui, pour éviter de perdre encore des vies humaines, l'Église appelle ses fidèles à des prières pour qu'il y ait un climat apaisé. D'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois, l'Église, quand elle fait ça, elle tend la main à M. Sassou pour éviter des drames, parce que les gens ne font pas très attention. Il ne faut pas que M. Sassou écoute les griots. Les griots sont là parce qu'ils savent. Mais lui, vous savez, quand on a assassiné Samuel Doe ou le colonel Kadhafi ou Saddam Hussein, les griots sont restés vivants. Hein? Les griots sont en vie. Ils mènent une vie large, ainsi de suite. Mais les trois personnes que j'ai citées sont décédées, certains avec leurs enfants. Donc là, les griots qui le poussent, de dire, ah non, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent. Ceux qui vont aller, qui se sont retrouvés à Kinkala pour dire, voilà, Monsieur Sassou, les gens de Kinkala vous aiment beaucoup. C'est tout à fait faux. Que Monsieur Sassou doit être conscient que la population ne l'aime plus. Il faut qu'il le comprenne, ça. Ce qui s'est passé à Pointe-Noire, ce qui s'est passé à Dolisie, et d'ailleurs ce qui s'est passé aussi à Lekana. Parce que Lekana n'a pas oublié que M. Sassou détient un de ses enfants, M. Okombi Salissa. Les populations des plateaux n'ont pas oublié qu'il y a le colonel Nzourou et qu'il y a
les autres militaires qui accompagnaient le colonel Nsuru qui sont encore à la maison, dans des maisons d'arrêt au Congo. Hein? Vous voyez ce qui se passe dans la Likwala? Vous voyez ce qui se passe dans la Sangha? Vous voyez ce qui se passe dans la cuvette ouest? Alors quel est ce peuple-là qui va les lire? Non, moi je redis ceci. L'Église est en train de tout faire pour qu'il n'y ait pas de perte de vies humaines. D'ailleurs, si vous le permettez, je voudrais dire aux militaires, on leur dit que s'ils ne vont pas voter, leur carrière sera gelée. Moi, je leur dis le contraire. Ne vous soumettez pas pour 100 000 francs. 100 000 francs, vous allez l'utiliser combien de jours? Il faut être du côté du peuple. Ne vous soumettez pas pour 100 000 francs. Alors que lui, il s'est caché les 14 000 milliards. 100 000 francs, c'est se moquer des gens. Ayez l'honneur du drapeau. Ayez la fierté de l'uniforme. Voilà, monsieur Perron, ce que je voulais dire. Monsieur Boukadia, mais voilà, je vous ai entendu dire, en fait, vous interpeller là d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso, de ne pas écouter les griots, comme quoi ce sont les griots qui l'entêteraient. Pourquoi vous ne pensez pas que c'est lui-même qui s'entête dans sa démarche? Vous savez, son épouse, madame Antoinette Sassou. Madame Antoinette Sassou. Une semaine auparavant, avant que M. Sassou se déplace pour aller à Pointe-Noire, elle est allée distribuer pagne, argent, ainsi de suite, pour qu'on accueille dans la liesse son président de marée, parce que elle était le gardien. Elle était le gardien de ce qui faisait la force de M. Sassou. Mais quand M. Sassou est allé là-bas, il a été conspué, insulté. Les ministres étaient obligés de venir comme les gardes de corps. Ça veut dire que l'influence de Mme Sassou est terminée. L'homme que l'on connaissait qui a rongé les foules, M. Sassou, vous avez vu comment il a parlé à Lekana? Ou vous avez vu comment il a parlé à Dolizy? Ça veut dire que l'influence de sa fille n'est plus là. Ça veut dire qu'il est conscient de ça. Mais ce sont les griots qui lui disent non, il faut y aller, tu vas arriver. Mais M. Sassou est conscient. Je parle quand même depuis la France. Hein? Je parle depuis la capitale, la plus grande capitale d'Afrique. Hein? Donc je crois que... voyons voir ce qui va se passer. J'ai cru comprendre qu'il y a des gens qui vont s'exprimer bientôt, qui vont donner des conférences de presse pour dire que cette élection ressemble, attendez voir, comment on m'a dit, elle ressemble à un jeu du genre qui va perdre ses millions. Et enfin, j'aimerais attirer l'attention des candidats qui trompent le peuple en disant que nous sommes le candidat du Sud. Il n'y a jamais eu de congrès où on a élu un candidat pour dire voilà, je suis le candidat du Sud. Comme il n'y a jamais eu de congrès pour dire que je suis le candidat du Nord. Ceux qui sont des candidats dans cette fausse élection, ce sont des candidats contre le peuple, parce que les conditions d'une élection crédible ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, les gens qui disent que nous sommes les candidats du Sud, qu'ils assument leur responsabilité de dire qu'ils accompagnent leur père, au lieu de tromper les gens en disant que non, je suis le candidat du Sud. Non, il n'y a pas de candidat du Sud. On dit que M. Sassou est l'empereur de l'Ambouchni et les gens se déclarent candidats du Sud. C'est pas du tribalisme, ça, hein? Tout le monde condamne le tribalisme, non? Alors qu'on ne nous entraîne pas dans une déviance. J'ai dit que l'élection telle que M. Sassou l'entend en faisant une bipolarisation de cette élection, il nous ramenait à 1959. Nous ne voulons plus que le Congo revive 1959. Nous ne voulons plus ça. C'est pour ça que je dis clairement, M. Sassou, comme je l'avais dit, la ligne rouge avait été franchie, que j'appelle solennellement le peuple congolais à se saisir le droit le plus absolu qui existe au monde, qui est reconnu par la communauté internationale, la désobéissance civile pacifique. Ça veut dire rester chez vous. Je disais que j'attirais l'attention de nos amis étrangers que nous avons accueillis par hospitalité et par fraternité africaine,
de ne pas se mêler de la politique. J'insiste sur ça. Nous avons un pays à construire, nous avons une sous-région à construire. Si les étrangers qui sont au Congo aiment le Congo et ils sont là parce que le Congo est un pays apaisant où ils ont trouvé la joie de vivre, alors ils doivent aider le Congo à éviter le pire. Monsieur Bougadia, mais c'est probablement une indiscrétion. Il nous avait été rapporté par des oreilles indiscrètes d'ailleurs que vous seriez attendu au Sénat français. Est-ce qu'on peut en parler? De quoi s'agira-t-il exactement? C'est une question facultative à répondre ou non? Laissez-moi d'abord, et puis plus tard, je reviendrai avec les conclusions. Je ne peux pas répondre. Merci. Et c'est par là que prenons fin à cette émission où nous avons une fois de plus reçu Monsieur Modeste Bougadia, président du CDRC, pour parler bien évidemment des aspects sécuritaires de l'élection présidentielle de mars prochain. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie une fois de plus de votre fidélité et vous prie de garder votre position et restez toujours branchés sur TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Merci, M. Perrin. Audio Jungle.